Je revenais de l'école, jetais mon cartable dans le vestibule et lançais d'une voix de crieur public « Bonjour, maman !» en français. Elle était là, debout, me regardant à travers deux boules de tendresse noire, ses yeux. Elle était si menue qu'elle eût pu tenir aisément dans mon cartable entre deux manuels scolaires qui parlaient de science et de civilisation. « Un sandwich !» disait mon frère Najib. « Tu coupes un pain en deux dans le sens de la longueur et tu mets maman entre les deux tranches. » Oh, évidemment, ce serait un peu maigre. Il adorait sa mère. Jamais il ne s'est marié. 1,80 m à 12 ans, 2,10 m à l'âge adulte. « Écoute mon fils, me disait ma mère avec reproche, combien de fois dois-je te répéter de te laver la bouche en rentrant de l'école? Tous les jours, maman, à cette même heure, sauf le jeudi, le dimanche et le jour férié. Et fais-moi le plaisir d'enlever ces vêtements de païen. Oui, maman, tout de suite. » J'allais me laver la bouche avec une pâte dentifrice de sa fabrication, non pour tuer les microbes, mais pour chasser les relents de la langue française que j'avais osé employer dans sa maison devant elle. Et jeter mes vêtements de civilisée, remettais ceux qu'elle m'avait tissés et cousus elle-même. Écoute mon fils, tu sais lire maintenant? Oui, maman. Et tu sais écrire? Oui, maman. Alors, donne-moi ton ardoise, elle ne te sert plus à rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, ne les laisse pas entrer, Najib, tu entends? Ce sont des voyous, des bandits. Va appeler les gendarmes, vite, vite. C'est la radio, disait Najib de sa voix de fonte. Pousse, mais pousse donc, disait une voix d'homme. Quelle radio? Criait maman. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, casse-toi, m'a dit l'un des déménageurs. Tu vois pas qu'on n'en peut plus? Si, monsieur. Alors calte. Il était poilu comme un chien, et dans ses yeux, il y avait une lueur de meurtre. L'autre déménageur m'a donné un coup de coude. Allez, laisse-nous passer, fromage. Bordel de nom de Dieu de machin, on transbahute depuis la gare, par 40 degrés à l'ombre, tu comprends? Allez, barre-toi. Celui-là, je n'ai vu que ses sourcils aussi épais que des brosses à dents, et ses yeux où il y avait des lueurs d'incendie. Ma mère s'est écriée. « Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Que contient cette énorme caisse? Un cadavre en plomb? Mais non, maman, voyons, c'est la radio. Écoute-moi, petite mère. Ceci est une boîte, je te l'assure, et une boîte qui parle. Mais elle ne parle pas. Elle va le faire. Elle va donner les nouvelles du monde entier. Elle va chanter, dire... au 4e top, il sera exactement 10h24 minutes 30 secondes. À minuit, la voix radiophonique dit « Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. »« Bonsoir, monsieur le magicien !» lui répondit ma mère. « Dors bien, fais de beaux rêves. » C'est ainsi que le magicien s'installa dans la maison et l'anima du matin au soir. Ma mère était persuadée qu'il s'agissait d'un être vivant, en chair et en os. Elle l'appela Monsieur Cteux. Elle dialoguait avec lui, l'approuvait, n'hésitez pas à l'interrompre. Comment dites-vous, monsieur Cteux? Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai pas bien entendu. Oh non, monsieur Cteux, là vous vous trompez. On vous a mal renseigné. Je vous assure qu'aujourd'hui, il n'a pas plu du tout. Mais vous ne pouvez pas être partout à la fois, n'est-ce pas? Monsieur Cteux devint pour elle l'homme qu'elle avait toujours attendu. En 1940, quand on nous installa le téléphone, j'ai tenté de parler à ma mère de Graham Bell et des faisceaux hertziens. Elle avait sa logique à elle. Allô, ici le central, quel numéro désirez-vous? Le salut de Dieu, c'est avec toi, mon fils. C'est la voix de la poste? Oui, c'est le central. C'est la poste? C'est ça, c'est le central, j'écoute. Je voudrais la poste. Vous avez le central? J'ai demandé la poste. Ah, quel numéro voulez-vous? Fès, ne quittez pas. Elle ne quitta pas, me rassurant d'un large sourire. Allô, je suis à Fès? Cabine de Fès, j'écoute. Allô, Myriam? Tu as changé de voix? Qui demandez-vous? J'écoute. Moi aussi. Comment? J'écoute, moi aussi. C'est toi, Myriam? Vous avez demandé Fès? Oui. Quel numéro? Écoute, ma
fille, et tâche de comprendre. Voilà, je voudrais parler à ma cousine. Je ne l'ai pas vue depuis 15 ans. Quel numéro? Elle est abonnée? Je ne sais pas. Il me faut un numéro. Oh, écoute ma fille, je vais t'expliquer. Ouvre bien tes oreilles et je prierai pour toi. Ma cousine s'appelle Myriam. Elle a des yeux verts comme l'herbe du pâturage, la peau blanche comme du lait. Allô, allô, écoutez-moi. Écoute-moi d'abord, toi. Tu vois le tombeau de Driss Ier, près de l'université? Eh bien, tu descends la première rue à main droite, tu traverses le quartier des Ciseleurs et tu arrives devant un portail à double battant. C'est là, tu ne peux pas te tromper, ma fille. Allô, allô? À cette heure-ci, tu sais, elle doit faire des petits pas à l'Annie, sûrement. Alors crie fort pour l'appeler, elle est dure d'oreille. Et dis-lui de venir vite que sa cousine l'attend à l'autre bout du monde. Merci, ma fille, je t'embrasse. Je bavarderai avec toi un autre jour, mais tu comprends, il y a 15 ans que Myriam et moi nous sommes séparés. Et elle obtint sa cousine, un quart d'heure plus tard, lui parla comme seule ma mère pouvait le faire, sans aucune notion de temps, évoquant des souvenirs, éclatant de rire. Comment dis-tu? 6 enfants? 3 garçons, 3 filles? Oh, ben je savais pas, Myriam. Oh, tu sais, les miens apprennent des langues barbares. Ils ont une bouche française, un nez grec, des yeux anglais. C'est à peine si je les reconnais, moi, leur mère. Il fallait brûler des étapes. Alors, pour sa seconde sortie, nous l'emmenâmes au cinéma. Un de ces colisées des quartiers populaires et d'avant-guerre où le spectacle était permanent, de midi à minuit, et se déroulait simultanément sur 2 plans, à l'écran et dans la salle. Surtout dans la salle. Les jeunes gens y venaient en bande avec des guitares, des cornets de cacahuètes et une immense envie de s'amuser. Tout le monde fumait, du kiff, du tabac, la pipe. Quand nous entrâmes, les spectateurs se levèrent d'un bloc. Jamais il n'y avait de femmes. Ils étudièrent ma mère des cheveux aux chevilles, jaugèrent la taille gigantesque de mon frère de bas en haut et d'une épaule à l'autre, puis se rassirent, découragés, écœurés. Dans l'intervalle, il n'y eut que 3 sifflements. Je les ai comptés. Les discussions reprirent par groupes très animés. Une voix mégaphonique qui ressemblait étrangement à celle de notre muezzin s'éleva. « Ici le directeur. Attention, attention, le film va commencer. Un film comme vous n'en avez jamais vu. Exclusivité mondiale. Super production en Technicolor made in Hollywood. Amérique. J'ai dû le payer en dollars. Donc, silence, mes chers compatriotes. Silence. Et je vous préviens, si un seul projectile, bouteille de bière, tomate, pierre, orange pourrie, si un seul projectile atteint mon écran, je coupe la projection et je ne rembourse personne. Vous êtes d'accord? La salle rugit. D'accord, papa. À côté de moi, un enfant joufflu cracha et jeta d'une voix de fossé. Envoie ton navet, Pépé. Les lumières s'éteignirent et il y eut comme une houle. Ah! Le fils de Scheherazade, tel était le titre du film, jaillit de l'horizon, traversa le désert sur un cheval de Far West. « Qu'est-ce que c'est que cette ombre » s'écria ma mère. « C'est un prince oriental, dit Najib, le héros du film. »« Attention, attention » hurla une voix aiguë. « Ils sont là, ils vont te tuer. Retourne-toi. Vite, saute sur ton cheval, sauve-toi, vite, vite !» C'était ma mère. « Allez, rassieds-toi, maman. Calme-toi, tout va s'arranger, tu vas voir. »« Assez, assez !» Elle participa à toutes les péripéties de l'intrigue, suivit le héros comme si c'était son propre fils. Quand ce mélodrame exotique se termina par un beau mariage, quand la salle se ralluma, elle était là, à bout de souffle, tassée sur son fauteuil et les épaules frissonnantes. Pendant l'entracte, croquant des bonbons, elle nous raconta le film, à nous, ses enfants, qui n'avions rien vu, rien compris. À sa manière, s'attarda sur les détails, les creusa, avertissant les scènes, supprimant celles qui ne lui plaisaient pas, et cela se transformait en une inimaginable histoire qui n'avait plus rien en commun avec le scénario du film. Le silence soudain me fit me retourner. Les spectateurs s'étaient groupés derrière nous, écoutaient, bouche bée. Ils ne mangeaient plus rien, ne buvaient plus rien, ne fumaient même pas. Elle nous était reconnaissante de notre tendresse, ne demandait pas mieux que de grandir et de porter l'âge qu'elle avait. Toutes ces questions, cette nuit-là, toutes ces angoisses, aboutissaient à la même interrogation. Pourquoi? Elle ne cherchait pas à savoir mais à comprendre, à être, et non à avoir ou posséder. Tant que dura la nuit, elle me parla, et je l'écoutai. Non, non, je n'ai pas trouvé de mots humains pour répondre à cet être humain qui était ma mère, pour éteindre son angoisse.
Je n'ai pas su lui répondre et ce fut tant mieux. Oui, tant mieux parce que machinalement, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux et je l'ai bercée, sans un mot, jusqu'à ce qu'elle s'endormît. Elle apprenait avec avidité. L'histoire était sa passion parce que selon ma mère, elle était pleine à craquer d'histoire. Najib était toujours là, prêt à détendre l'atmosphère par l'un de ses rires homériques ou à nous prévenir de l'arrivée de notre père. Nous rangions précipitamment livres, indices de nos secrets. Mais il était enfermé dans l'expansion de ses affaires et ne voyait rien de l'évolution bourgeonnante de sa femme, habituée depuis si longtemps à une compagne statique, permanente, immuable. Puisque lui, il était heureux avec elle, n'avait aucun problème. Donc, pourquoi en aurait-elle? Son sac à main sous l'aisselle, elle à qui mon père avait toujours fait fournir tout à domicile, sucre, thé, viande, légumes, fruits, elle entra pieds joints dans la société de consommation et fut une consommatrice anarchique. Mon frère fit appel à l'un de ses copains qui possédait une bicyclette à remorque. Il venait tous les jours à la maison à heure fixe, ramasser la plupart des achats de la veille, aller les revendre ou les troquer contre du sucre, de l'huile, des bouteilles de limonade. Maman découvrait les autres. Ceux qui n'étaient ni de son enfance, ni du monde de mon père. Et cela était bon. Non qu'elle s'en canaillât. Sa pureté pouvait lui faire traverser une guerre sans qu'elle entendît un seul coup de feu. Mais ces voyous, leur vie brutale, aidèrent à briser sa carapace.